Bonjour, cette séquence conclut la semaine de formation consacrée à la gestion monospécifique des pêches, une gestion qui est aujourd'hui très largement dominante en Europe. Et nous allons essayer d'en faire un bilan, voir ce qui marche et dresser le panorama de l'état actuel des stocks, mais aussi revenir sur les limites de cette approche et sur les enjeux actuels et futurs de la gestion des pêches. Pour faire ce bilan, je vais d'abord m'arrêter sur la dernière synthèse publiée en 2023 par le CSTEP, le Conseil scientifique, technique et économique des pêches de l'Union européenne. Cette synthèse fait le bilan de toutes les évaluations de stock conduites en Europe et permet de juger de l'efficacité des mesures mises en œuvre. Le CSTEP calcule notamment 3 indicateurs. Le premier est la pression de pêche. Elle est exprimée en valeur moyenne F sur FRMD et doit donc être égale à 1 pour atteindre l'objectif d'une gestion au RMD. Elle est ici calculée dans l'Atlantique Nord-Est en valeur moyenne pour les 53 stocks dont les données sont disponibles. Vous voyez que cet indicateur diminue très fortement au cours de la période. Il a été divisé par presque 2 depuis une vingtaine d'années. En valeur moyenne, nous avons donc atteint et même un peu dépassé l'objectif du RMD avec une situation de légère sous-exploitation pour les dernières années connues. Le deuxième indicateur est l'indicateur de surpêche qui indique la proportion de stocks surexploités. Là aussi, l'amélioration est notable. Nous étions à près de 80% des stocks surexploités au début des années 2000, il n'en reste plus que 26% en 2021. Ces deux courbes constituent donc une bonne nouvelle. Elles montrent que les mesures prises, notamment en matière de plan de gestion des flottilles et de TAC et quotas, sont efficaces. Elles ont permis de sortir de la situation très dégradée qui prévalait dans les années 1990. Le troisième indicateur concerne l'abondance des stocks exploités, ici exprimé en valeur relative par rapport à l'année 2003 et en moyenne pour les 55 stocks dont la biomasse est connue sur la période. Ici aussi, les nouvelles sont bonnes. Depuis une vingtaine d'années, les stocks sont globalement en reconstitution et leur biomasse moyenne a augmenté de plus de 40%. L'évaluation du CSTEP montre donc que quand on veut, on peut faire baisser la pression de pêche et quand on fait, ça marche, les stocks sont aujourd'hui en hausse. Ce bilan positif doit cependant être nuancé par plusieurs points. Il faut d'abord noter que la surpêche persiste. La tendance est positive, mais 26% des stocks sont encore surexploités. L'Europe n'a donc pas atteint son objectif, qui était non pas d'atteindre le FRMD en valeur moyenne, mais d'éradiquer la surpêche pour tous les stocks en 2020. Il faut ensuite souligner que ces résultats positifs ne concernent que l'Atlantique Nord-Est. En Méditerranée, au contraire, la situation reste très mauvaise. La pression de pêche semble baisser très légèrement, mais reste à près de 2 fois l'objectif RMD, et l'abondance des stocks exploités reste à des niveaux très bas. La raison principale de ces mauvais résultats est l'absence de quotas de pêche, faute d'accord entre les États de la Méditerranée. Quittons maintenant le rapport du CSTEP pour prendre du recul et nous interroger sur une question plus générale. L'approche monospécifique et la gestion au RMD sont-ils suffisants? Première remarque, vous avez vu ce graphique avec Étienne Rivaux. Il montre que la courbe des captures varie avec l'âge de première capture et donc avec le maillage des engins de pêche. Par conséquent, il n'existe pas un RMD et un FRMD, mais plusieurs RMD et plusieurs FRMD, un pour chaque maillage possible. On devrait donc gérer simultanément les deux paramètres, la pression de pêche, mais aussi l'âge de première capture. Ce que ne fait pas la gestion au RMD. Nous y reviendrons dans une prochaine vidéo. Deuxième remarque, ce qui intéresse les pêcheurs, ce n'est pas la capture en tonnage, mais la capture en valeur. Alors, reprenons un instant le modèle. La courbe des captures en valeur est généralement identique à celle des captures en poids. À ce modèle simple, on peut rajouter ce qu'on appelle la courbe des coûts variables, qui est une fonction croissante de l'effort de pêche. Ici, une simple droite. Plus il y a de bateaux, de jours de mer, de kilowatts, plus cela coûte cher. Ce que rapporte la pêche, ce qu'on appelle la rente économique, c'est la différence entre la production en valeur et les coûts. Et cette rente est maximale pour un effort de pêche dit effort au rendement économique maximum, qui, par construction, est plus faible que l'effort au RMD. Conclusion, pour maximiser la rente économique d'une pêcherie, il faudrait admettre une situation de sous-exploitation. Le troisième élément est sans doute la limite principale de la gestion au RMD. Nous avons vu qu'à la courbe des captures est associée une courbe d'abondance du stock. Plus la pression de pêche est élevée, moins il y a de poissons dans la mer. La gestion au RMD permet d'éviter la surpêche et donc les situations d'abondance les plus faibles. Mais le grand public pense souvent qu'elle permet en même temps une pêche sans impact, ce qui n'est absolument pas le cas.
Bien au contraire, la gestion RMD se traduit par une division en gros par 3 de l'abondance des poissons. On laisse dans l'eau de l'ordre de 35% de la biomasse sans pêche. À l'échelle d'un stock pris isolément, il reste alors suffisamment de géniteurs pour assurer le renouvellement du stock. Mais à l'échelle de l'écosystème, il est évidemment peu probable qu'une division par 3 de tous les stocks de poissons, plus tous les mollusques et crustacés que nous exploitons, puisse être durable. En réalité, c'est la limite principale de la gestion RMD. Elle ne tient pas compte de l'écosystème. Résumons cette séquence. La gestion monospécifique des stocks a permis de gros progrès. La politique des TAC et quotas et les plans de gestion des flottilles conduisent dans l'Atlantique Nord-Est à une diminution de la pression de pêche, à un reflux de la surexploitation et à une augmentation progressive de l'abondance des stocks. Mais cette gestion monospécifique est encore insuffisante, notamment parce qu'elle ne prend en compte ni les interactions entre espèces, ni les impacts sur l'habitat, ni les questions essentielles des captures accidentelles d'espèces sensibles, ni finalement la structure et le fonctionnement de l'écosystème. Il faut donc passer à ce qu'on appelle l'approche écosystémique de la gestion des pêches. C'est l'enjeu de la période actuelle et des années à venir, et c'est l'objet de la prochaine semaine de formation de ce MOOC sur la pêche durable.